Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, on attaque la première vidéo d'une petite série qui sera réservée à la présentation des différentes pièces qui composent un moteur. Bien évidemment, nous ne verrons pas toutes les pièces en détail, mais nous verrons celles qui sont vraiment importantes, comme les pistons, le vilebrequin, les bielles, la culasse, etc. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur ces pièces qui finalement paraissent assez anodines pour la plupart des utilisateurs. En effet, hormis certains mécaniciens chevronnés, c'est assez rare qu'on ait à changer un piston, une bielle ou un vilebrequin dans la vie d'un véhicule à usage qu'on pourrait qualifier de standard. Bien évidemment, dans le cadre de la préparation moteur ou de la compétition, voire même de la moto, c'est beaucoup plus courant et changer un piston, une bielle ou un vilebrequin fait des fois partie de l'entretien. Bon, pour démarrer cette vidéo, et du coup avant de rentrer dans plus de détails, on va voir quelques infos importantes sur les pistons. On va parler déjà de sa fonction. La fonction première d'un piston, c'est d'assurer la transmission de l'effort généré par la pression dans la chambre vers le vilebrequin. Ensuite, on va parler un peu de ses contraintes. Le piston, il doit assurer l'étanchéité de la chambre de combustion, et ça dans les deux sens. Donc dans le premier, c'est de limiter le débit de gaz, de blow-by qu'on appelle. Donc en fait, c'est de la chambre vers le carter moteur. Et finalement, dans l'autre sens, limiter les remontées d'huile, donc du carter vers la chambre. De même, dans la mesure du possible, un piston, il doit limiter les frottements entre lui-même et la chemise. Et encore une fois, il y a une autre fonction qu'on connaît souvent moins, c'est limiter le bruit. C'est un bruit qu'on appelle le bruit de basculement du piston dans la chambre, donc à l'approche du PMH. Mais bon, tous ces points, on va y revenir. On va parler de la segmentation, du désaxage piston, etc. Maintenant, parlons un peu du poids. Pour vous donner une ordre d'idée, si on prend un moteur 2 litres diesel, on est autour de 600 grammes par piston. Donc là, d'ailleurs, je vous en ai ramené un. Donc là, je vous ai mis un petit florilège, on en reparlera après. Mais donc ça, c'est un piston de litre HDI. Donc c'était un moteur 180, c'est DW10F de mémoire. Donc voilà, donc là, je vais le peser. Donc, je vous ai dit 600 grammes, j'espère ne pas m'être trop trompé. Bon, 551 grammes. C'est pas déconnant. On est autour de 600 grammes, quoi. Et là, du coup, en essence, sur un moteur 2 litres, vous pouvez quasiment diviser par deux le poids du piston. En effet, les pistons diesel sont plus hauts. Donc là, vous pouvez voir. Bon, là, ça c'est un piston de moteur essence, mais c'est un piston de moto. Mais bon, vous pouvez quand même voir que un piston diesel, il est plus haut, plus lourd que le piston essence. Parce qu'en fait, eux, ils subissent des contraintes thermomécaniques nettement plus importantes. Les pressions cylindres, donc les pressions cylindres, c'est ce qu'on mesure finalement au sein de la chambre pendant la combustion. C'est environ 2 fois supérieur en diesel qu'en essence. Globalement, on est à peu près à 90 bars en essence et on est sur du 180 bars, voire 200 en diesel. Donc c'est pour ça que notamment les pistons de diesel sont un peu plus costauds, quoi. Enfin, pour parler rapidement des matériaux, la plupart des pistons dans le commerce, que ce soit en moto, en bagnole, enfin tout ce que vous voulez, ils sont en alliage à base d'aluminium. Mais donc là, vous pouvez voir, celui-ci est en alu. Donc ça, c'est un 2 litres HDI. Ça, c'est un K9, donc c'est un 1,5 litre DCI. Donc ça doit être dans les années 2014-2015. Ça, c'est un piston de moto, c'est un piston de MT10. Pareil, en alu, celui-là, pour le coup, il est très très léger. Mais il y a certains constructeurs, notamment Renault, chez qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, et ils ont fait des pistons en acier. Donc là, je vous en ai ramené un justement pour la petite comparaison. Donc c'était un peu une première entre guillemets mondiale à l'époque, parce que grâce à ce matériau et à la forme du piston, en fait Renault a énormément gagné au niveau des frottements, parce que vous pouvez le voir, là le piston il est complètement ajouré. Il est assez léger finalement, il est beaucoup moins haut aussi, donc par rapport à son homologue, parce que ça du coup c'est deux moteurs 1,5 litre DCI, mais du coup avec 2 générations d'écart. Donc là il y a les axes, mais on va les peser par curiosité, et vous allez voir que finalement, à mon avis, le piston acier il est pas loin de l'alu. Donc là le piston acier, on est sur du 579 grammes. Et du coup, le piston alu, donc du même moteur, même alésage, etc., il est même plus lourd. On est à 606 grammes. Bon, il y a les axes, mais quand même, ça vous donne une ordre d'idée. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, le fabricant, d'ailleurs, on l'a là. Je crois que ça se dit Mahle. Il était aussi fournisseur, du coup, des pistons des prototypes Audi aux 24 heures du Mans.
Et d'ailleurs, je crois qu'Audi a gagné cette année-là, donc avec les diesels, là, les fameux diesels, avec des pistons acier, quoi. Donc voilà, c'est important de noter quand même que les 3/4 des véhicules, même peut-être plus, sont en alu. Mais il existe des véhicules avec des pistons acier parce qu'en fait, on arrive vraiment à faire des formes très particulières et donc gagner en rendement parce qu'on gagne sur les frottements, etc. Bon, pour rentrer un peu plus dans la description finalement d'un piston, on va commencer par ce qu'on appelle la tête du piston, donc c'est un peu le haut, hein. Donc là, en diesel, on a toujours ce qu'on appelle un bol, hein, sur le haut du piston. Donc on peut voir, hein, que il peut avoir des formes légèrement différentes. Là, on a deux pistons de moteur diesel. Par exemple, ce bol-là, il n'est pas centré, celui-ci, il est centré, etc. C'est fait de telle sorte à optimiser les performances, la dépollution, la conso, etc. Mais bon, globalement, en diesel, on retrouve toujours un bol, quoi. La forme aussi de ce bol, elle permet ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est de contenir, on va dire ça contenir, on va dire le mot contenir, ce qu'on appelle le swirl. En fait, c'est un effet créé dans la chambre, donc en fait ça fait un tourbillon comme ça avec un axe vertical, donc ça permet de bien mélanger finalement, hein, la pulvérisation du carburant et l'air du coup admis. Du coup, en essence, les pistons ressemblent plus à ça, entre guillemets, ils sont assez plats. Après, il y a des pistons un peu spécifiques, notamment pour faire du stratifié. Je vous en avais déjà parlé aussi dans une vidéo, j'essaierai de vous mettre une photo ou deux. Voilà quoi. Ensuite, on peut aussi noter qu'il y a, sur certains pistons, il y a des embrèvements pour les soupapes. Par exemple, sur celui-ci, on voit, hein, là, du coup, il y a un embrèvement ici et un embrèvement là, donc très probablement admission, échappement. Là, donc du coup, c'était un deux soupapes. Donc en fait, c'est pour éviter que les soupapes rentrent en collision avec le piston lorsqu'il est au PMH, quoi, ou très proche. Après, les embrèvements, ils sont d'autant plus importants quand on a un taux de compression élevé, du coup un petit volume mort, entre guillemets. Donc c'est souvent le cas sur des moteurs perfo. Donc là, c'est un piston de MT10, comme je vous disais tout à l'heure, de Yamaha MT10. C'est les mêmes que sur le R1, hein, globalement. Et là, vous pouvez voir, hein, on a des embrèvements très très prononcés. Donc pareil, côté admission ici, et côté échappement là. C'est aussi souvent sur des moteurs où on a un RFA et une AO, donc un retard fermeture-admission et avance à l'ouverture-échappement des soupapes assez important. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que il y a un fort embrèvement là-dessus, quoi. Mais que sur le 2 litres HDI par exemple il n'y en a pas, et sur un litre 5 qui est la génération d'après celui-ci, finalement il n'y en a pas non plus, quoi. Donc c'est assez variable, mais bon, à retenir qu'en essence il y en a quand même très souvent. Ensuite, on peut parler un peu de la segmentation. Ça assure finalement la fonction d'étanchéité et de transfert thermique du piston vers le cylindre, vers le carter, si on peut dire comme ça. En général, ils sont au nombre de 3. Donc là, je pense que on doit avoir globalement tous les pistons, hein, qui ont 3 segments. Donc pour les 3 segments, donc il y a le premier, donc celui qui est tout en haut, on appelle ça le segment coupe-feu. Donc c'est la première séparation finalement entre la chambre et le carter. Ensuite, au milieu, on a le segment d'étanchéité. C'est une seconde séparation et ça fait un premier raclage de l'huile, on va dire ça comme ça. Et enfin, le dernier segment, on appelle ça le segment racleur. Donc lui, il assure la redescente de l'huile, hein, vers le bas du carter. Il faut noter quand même qu'il y a des constructeurs, BMW par exemple, sur le dernier M1000RR, donc c'est une sportive, une moto très sportive, et ils font des pistons à 2 segments, quoi. Donc ils sont un peu chauds quand même, hein, parce que en termes de conso d'huile, je serais curieux de voir ce que ça donne, mais du coup forcément moins de frottement. Donc voilà, donc il y a des constructeurs qui le font. Ensuite, sur les pistons, notamment les pistons de moteur diesel, d'ailleurs sur aussi les moteurs essence, hein, mais c'est sur celui-ci qu'on le voit le mieux là. On a des trous, on appelle ça des galeries en fait. Donc c'est situé derrière la segmentation, hein, c'est vraiment juste derrière. Et c'est souvent alimenté en huile, hein, par un gicleur qu'on appelle fond de piston. Donc en gros c'est dans le carter, hein. Ça permet une meilleure évacuation des calories, donc de la chaleur. Et aujourd'hui, hein, c'est presque présent sur tous les
tous les pistons de diesel, hein, parce que vu les pressions qu'ils prennent et les thermiques, voilà, donc vous retrouvez ce genre de petits trous qu'on appelle les galeries. Ensuite, vous avez une chose importante hein, sur le piston, c'est l'axe hein, finalement. Donc là, celui-ci, il est traité DLC, donc c'est l'axe du 2 litres là. Donc les axes, c'est vraiment variable. Hein. On peut retrouver des axes qui sont libres finalement dans le bossage du piston, donc c'est le cas ici. On peut aussi retrouver des axes qui sont à l'inverse, on va dire fixe côté piston et libre côté bielle. Et on a aussi les deux, c'est-à-dire libre de chaque côté, quoi. Donc d'ailleurs, je pense que celui-ci, on voit hein, que celui-là, lui, il est fixe, quoi. Donc voilà, l'axe, il n'y a pas vraiment de loi. Faut retenir quand même que c'est des pièces qui sont vraiment chouettes hein, en termes de. C'est retouché, enfin c'est comme on dit par retouché, rectifié. On a des tolérances de 4 à 7 microns. Ça commence à être de la belle pièce quoi. Et c'est vraiment très important hein, au niveau frottement. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir sur celui-ci. L'axe, il a pas de traitement. Donc au niveau frottement, on était forcément un peu moins bien. Alors finalement, la génération d'après, celui-là, il est traité DLC, donc Diamond Like Carbon, hein, finalement comme le HDI ici quoi. Donc voilà. Et enfin, pour la dernière partie un peu du piston, c'est ce qu'on appelle la jupe. Donc c'est les parties basses hein, du piston. C'est ça qui fait le guidage hein, dans le cylindre. Et d'ailleurs, je pense que la plupart de mes auditeurs le savent, mais un piston c'est conique. Hein. Si vous prenez, alors là c'est au pied à coulis, c'est pas super précis, mais bon ça va vous donner une ordre d'idée. Si vous prenez là au niveau de la jupe, on est sur du allez, on va dire 78-96. Alors que si vous prenez tout le haut du piston, ici, là on est sur du 78-45. Encore, celui-là, c'est pas très parlant. On va faire l'exercice avec un piston diesel. Donc, sur celui-ci, la jupe, on est à 75-96. Et le haut, voilà, on est à 75 quoi. Donc là, on voit quand même hein, qu'il y a quand même pas mal de diff hein, entre le haut et le bas du piston. Donc voilà, c'est légèrement conique là. Voilà, donc voilà pour la petite partie description d'un piston. Du coup, pour la suite de la vidéo, je voulais vous faire un petit chapitre sur les sollicitations thermomécaniques. Donc vous vous doutez bien hein, qu'un piston il subit des contraintes extrêmes, qui vit dans un environnement hostile. Hein. Donc pour rappel, sur un moteur diesel, les pressions cylindres vont jusqu'à quasiment 200 bars. On est plus autour de 90-100 en essence, comme je l'ai déjà dit. Et le piston il subit des accélérations monstrueuses. Hein, et bien évidemment des thermiques aussi extrêmes. Hein. En essence, on a jusqu'à 2000 degrés pendant la combustion sur le front de flamme, quoi. Donc ça commence à être costaud, quoi. Donc du coup pour la suite je vais vous afficher deux graphiques que j'ai retrouvés dans des cours que j'ai eu chez PSA qui étaient vraiment super intéressants. En fait ça nous donne l'effort que subissent deux pistons, donc un de moteur diesel et un de moteur essence, et le tout en pleine charge. On a donc l'effort total que subit un piston et donc l'effort il est constitué donc d'un effort d'inertie, donc vous le verrez en rose. En fait, ça, c'est finalement l'inertie des pièces en mouvement, hein, donc du coup le piston, la bielle, etc. Et on a un effort des gaz, qu'on pourrait appeler des gaz, et donc qui est lui dû à la combustion. Et donc il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que finalement l'inertie des pièces compense un peu la charge. En fait, ça va dans l'autre sens, hein, si on peut le dire. C'est pour ça que l'effort total en rouge, lui, il est plus faible que celui en bleu. D'ailleurs, sur le graphique du moteur essence, vous pouvez voir qu'on parle d'un régime de 6500 tours. Donc en voiture, c'est globalement dans ces zones-là. Mais voilà, le truc c'est que si on avait la même chose à 2500 tours, la courbe rouge, elle serait plus basse, que l'inertie serait moindre. Mais finalement, lui, l'effort des gaz, il resterait similaire. Donc on pourrait avoir plus d'efforts sur un régime plus faible, quoi. Ensuite, deuxième chose, sur le graphique du diesel, vous pouvez voir que l'effort d'inertie en rose, il est assez similaire finalement à celui en essence. Pourtant, on tourne 2500 tours minute moins vite, mais le truc c'est qu'on tourne moins vite, mais on est beaucoup plus lourd. Vous avez vu, les pistons, c'est quasiment le double. Donc voilà, à l'inverse, la courbe rouge, elle est bien plus basse.
C'est donc pourquoi, enfin bien plus basse, en tout cas elle est plus forte, sur le graphe elle est plus basse, mais l'effort il est plus important. Et c'est pour ça que côté conception diesel, on se retrouve avec des pistons plus gros, plus costauds, du coup afin de supporter plus de contraintes, quoi. Du coup, si on rentre un peu plus en détail dans l'aspect thermique, donc comme je vous ai dit, hein, les pistons ils sont en première ligne face au gaz de combustion, hein, donc la température c'est vraiment autour de 1000 degrés sur la combustion, enfin dans la chambre, et comme je vous ai dit, on est presque à 2000 sur le front de flamme d'un moteur essence, quoi. Donc je vous afficherai un petit graphe là qui est assez parlant, pareil que j'ai retrouvé dans le cours de chez PSA. Donc c'est des calculs du coup par élément fini. Donc ça donne un peu une idée des thermiques là. Donc là c'est un moteur diesel, mais bon ça vous donne quand même une idée. Là c'est vraiment les températures pièces, hein. Donc comme on a dit au début, la plupart des pistons sont en alliage d'aluminium. Il faut savoir que le point de fusion de l'alu c'est environ 660 degrés quand on est autour de 1500 degrés pour l'acier, quoi. Donc bien sûr, hein, ces températures-là elles sont atteintes qu'en cas de problème, comme sur du cliquetis par exemple. Mais la température en fonctionnement normale, ça va forcément dégrader un peu les propriétés du matériau. Il faut donc limiter au maximum l'échauffement du piston, quoi. Du coup, hein, si vous l'aurez à l'écran, hein, mais si on reprend un peu le petit calcul thermique là, par élément fini, donc sur le piston du moteur diesel, on peut voir, hein, qu'en fonctionnement normal, hein, on est quand même sur le haut du bol à 340 degrés, donc ce qui est quand même déjà plutôt considérable, quoi. Enfin, pour terminer du coup cette partie, on va dire description un peu et sollicitation thermomécanique, on va s'intéresser un peu à l'évacuation finalement de cette chaleur. Donc la chaleur des gaz de combustion, elle est principalement évacuée grâce à ce qu'on appelle donc du coup les galeries ou la galerie. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. C'est ici que les gicleurs fixés en partie basse du carter, ils projettent de l'huile afin de refroidir tout ça. Donc c'est relativement efficace, hein, que ce soit en essence ou en diesel. Ensuite, il y a environ 30% qui est évacué via toute la segmentation. Puis pour terminer, on retrouve donc c'est évacué via l'axe, dans les bossages d'axe, quoi. Et donc ça représente à peu près 20%, quoi. Donc après, il y a encore quelques petits pourcents par-ci par-là au niveau de la jupe, etc. Mais globalement, c'est négligeable par rapport à ce que je viens de vous citer, quoi. Bon, étant donné qu'il y a encore énormément de choses à vous dire sur les pistons, je publierai une partie 2 de cette vidéo. Donc dans cette partie 2, on reparlera de différents sujets comme des gicleurs de fond de piston. On parlera aussi majoritairement de la segmentation parce qu'il y a énormément de choses à vous dire au niveau de la forme, des segments, des matériaux, etc. J'évoquerai aussi donc ce que j'ai expliqué au début, ce qu'on appelle le désaxage piston, car peut-être que vous l'ignorez, mais en tout cas l'axe d'un piston, il n'est pas totalement centré, si on pourrait le dire comme ça. En fait, il est pas au milieu du piston, il est légèrement désaxé. Et puis après, je finirai par vous parler un peu des défaillances qu'on peut rencontrer sur les pistons. Ça m'est d'ailleurs moi arrivé, hein, en mise au point, d'en fondre un ou deux. Donc c'est pas drôle, hein. Enfin c'est drôle sur le moment, mais bon, c'est jamais très heureux par la suite. Et puis on fera aussi un chapitre sur la fabrication des pistons, parce que y en a qui sont forgés, il y en a qui le sont pas. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà, je vous ferai une petite partie 2, comme ça cette vidéo elle reste relativement accessible et courte. Voilà, donc rendez-vous en partie 2. Je voulais profiter de cette vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude, déjà pour vous remercier. Au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est un peu plus de 3500 sur la chaîne. Donc vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Ça me motive du coup à continuer. Je vois que le contenu vous plaît. Donc voilà, je vous remercie encore, c'est vraiment cool pour moi. C'est gratifiant, quoi. J'aimerais aussi en profiter pour vous dire que je cherche des partenariats pour les prochaines vidéos. J'aimerais notamment vous préparer une vidéo sur les huiles, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, qui est régulièrement remonté dans les commentaires, et c'est aussi important pour moi, hein. Donc j'ai des connaissances en huile, mais bien évidemment pas aussi poussées qu'en mise au point moteur. Donc voilà, si par hasard un fabricant comme Motul, dont je suis fan, passe par là, une collaboration serait la bienvenue, notamment sur l'aspect technique, hein, bien sûr. Bon, et puis s'ils pouvaient m'envoyer un ou deux bidons pour la saison de moto, hein, ça serait encore mieux, mais bon, voilà.
Je souhaiterais aussi vous proposer, du coup, vous, aux spectateurs, du coup, quelques essais sur la chaîne. Donc, bien évidemment, sur des moteurs qui en valent le coup. Et je veux dire par là des moteurs qui sont plutôt bourrés d'innovation, de technologie, que ce soit des technos anciennes ou nouvelles, hein, bien sûr. Mais par exemple, j'aimerais bien essayer un Skyactiv G de chez Mazda, parce que c'est un constructeur qui a toujours été un peu en écart au niveau mise au point. Ou un 6 cylindres d'une M4 GTS qui propose de l'injection d'eau à l'admission, ou même simplement un moteur rotatif. Donc voilà, ça permettrait de faire des sujets assez cool et surtout d'échanger sur des moteurs qui sont un peu en rupture, quoi. Donc voilà, si certaines marques ou même certains propriétaires ou même d'autres youtubeurs sont intéressés pour une collaboration, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, donc c'est ingénieur_rhodium. Donc c'est avec plaisir que je vous répondrai, et si on peut faire une collab, ça serait vraiment cool, quoi. Et puis enfin, sachez qu'il me reste beaucoup de sujets en réserve, hein. J'ai des sujets comme l'hybridation, l'éthanol, les ECU, les grandeurs moteurs. Voilà, il y a plein de choses dont je pourrais vous parler. J'ai prévu aussi de faire des petits épisodes vie ma vie de motoriste, avec vraiment des photos perso de ce que j'ai pu rencontrer du coup en tant qu'ingénieur motoriste pendant 10 ans. Vous parlez des missions à l'étranger, dans des conditions climatiques extrêmes, etc. Donc voilà. Donc restez bien abonnés, il y aura plein de nouveaux sujets, donc probablement un peu après l'été, peut-être retour en septembre. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, et si on s'entend, on pourra peut-être faire une ou deux vidéos ensemble, quoi. Voilà, on arrive à la fin de ce petit sujet piston. La partie 2 sortira prochainement, donc pour voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire, et quand je pourrai, j'essaierai de vous répondre. Comme d'habitude, hein, j'espère que le contenu vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Pour la suite, je vous souhaite de bonnes vacances d'été, et puis à bientôt. Allez, salut!